Merci de cette invitation et de me proposer comme l'ouverture de cette rencontre. J'aurai l'occasion justement un peu de présenter ma démarche dans le courant de l'exposé, puis après dans notre discussion. Donc effectivement, qui porte sur la question du tiers-espace. Et vous me direz justement si nous formons un tiers-espace ou pas, et quelles sont pour vous effectivement les conditions, puisque tout mon travail est lié plus à l'expérimentation sociale, même si là, évidemment, mon exposé va apparaître, c'est le format qui l'oblige d'une manière un peu théorique. Il faut bien comprendre effectivement que le tiers-espace est avant tout quelque chose qui se construit in vivo. Donc le tiers-espace est à la fois une réalité de l'expérience humaine et un dispositif opératoire. Quel est le rapport entre le réseau numérique des Fab Labs, la culture do-it-yourself, l'économie solidaire du circuit court, les mouvements des alignés, les zones à défendre, l'exploration urbaine des freerunners, l'art outsider, sinon cette dimension justement de tiers-espace. Alors comprenons que le tiers-espace n'est pas une tentative de réunir sous un même énoncé des attitudes et des mouvements qui n'ont pas obligatoirement de lien ensemble. Il ne s'agit pas de construire une réalité un peu fantasmée, mais de poser l'hypothèse que le tiers-espace offre une grille de lecture pour comprendre les mouvements et en particulier les mouvements émergents, qui s'inscrit justement entre formes instituantes et instituées, autodidactes et académiques, libres et codifiées. En fait, cette idée de tiers-espace n'est pas tombée du ciel. Moi, elle est venue, en tant que chercheur, de plusieurs constats. Comme le disait Nathalie. Pardon, excuse-moi. Nathalie. Moi, je viens au départ du champ social. Et dans justement les milieux de vie, avant de reprendre des études et d'articuler la dimension sociale et scientifique, et j'ai pris, je ne suis pas le seul d'ailleurs à le constater, qu'une grande partie de l'activité humaine se situe dans un tiers secteur qui échappe justement aux modalités classiques d'évaluation et de validation, ce qui fait qu'une partie conséquente finalement de l'expérience humaine se retrouve dans l'angle mort de la connaissance et échappe aux observatoires ou aux observations. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que ces espaces intermédiaires de l'expérience humaine non seulement s'étendent, mais deviennent aujourd'hui une partie fondamentale de notre identité et une manière de se projeter dans l'avenir, bref, une manière de faire société. Ce qui n'est pas sans poser un énorme décalage, pour ne pas dire une fracture, entre justement cette forme-là en mouvement et son mode de gestion politique. Il ne vous échappera pas justement qu'il y a une difficulté, voire une incapacité avérée de concevoir de nouveaux modes de gouvernance, de s'appuyer sur notre intelligence sociale et tout particulièrement la capacité d'innovation à travers, entre autres, la jeunesse et sa diversité culturelle. Donc je suis amené à poser l'hypothèse que ces tiers-espaces sont du côté justement plus de la solution que du problème et qu'il ne faut pas chercher les réponses autrement que par une appréhension in vivo de ces situations sociales dans un mouvement bottom-to-up, c'est-à-dire qui vient des situations d'émergence horizontales, même si elles se construisent en conflit ou en opposition avec les situations normées et instituées, et qu'il manque souvent des interfaces, et c'est un peu justement l'objet de la recherche-action, pour créer les conditions d'un dialogue. Ce tiers espace jouant le rôle de plateforme, de tremplin pour une mise en mouvement. Et donc, la conséquence est justement, et c'est en cela qu'est née notre initiative de laboratoire social, qu'il faut soi-même être en implication en tiers-espace pour accéder à cette connaissance. Et des dispositifs comme celui que nous développons depuis une dizaine d'années dans un réseau interrégional d'acteurs-chercheurs sous énoncé laboratoire d'innovation sociale par la recherche-action, et une manière effectivement d'y répondre, parce qu'il se situe justement dans ce tiers secteur de la connaissance entre recherche et action, et le plus à même d'investir, de rendre compte de ces situations et de légitimer la production de nouveaux référentiels à travers la posture d'acteurs-chercheurs. Alors je vais essayer maintenant de cerner un peu plus ces dimensions de tiers-espace. Alors, moi j'en trouve trois, et il y en a sûrement beaucoup plus, sources d'inspiration à travers cette notion d'espace, et dont été d'ailleurs cité par vous aussi en introduction, à trois champs complémentaires. Le contre-espace, pour sa dimension politique, le tiers-paysage,
pour sa dimension écologique et le tiers-lieu dans sa dimension économique et culturelle. Évidemment, toutes ces dimensions se chevauchent et font du tiers-espace ce qu'on pourrait appeler un fait social total, c'est-à-dire qu'on y regroupe toute la complexité, toutes les dimensions humaines, et à la fois, il offre la possibilité, à partir d'un seul élément microsociologique, bien que peu étendu temporellement et géographiquement, de comprendre un fait social. C'est-à-dire qu'on peut partir de micro-situations. Excuse-moi, est-ce que tu peux juste parler peut-être un peu moins vite, parce qu'il y a des translations en direct là, donc juste... merci. C'est mon habitude, parce que j'ai toujours peur de manquer de temps pour terminer, c'est pour ça. Oui, je suis garante du temps aussi, mais du coup, il y a une translation directe, donc... oui, vous pouvez aussi m'interrompre d'ailleurs si... non, mais peut-être si tu parles moins vite, ça peut aller, Marcel. D'accord. Et Mona, ok, merci. Oui, donc je disais qu'en fait, donc on retrouve finalement, on parlait du local et du global tout à l'heure, effectivement, dans ces espaces qui sont souvent des espaces interstitiels, finalement, un morceau de société dans sa totalité, quoi. Et donc, c'est une manière aussi de comprendre la société. On pourrait dire autrement que ces tiers espaces sont aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler les nouveaux espaces du commun où peuvent se croiser une diversité tout en constituant une communauté de destin. Et ça, c'est quand même le gros problème dans notre crise actuelle. Quels sont les espaces du commun où les gens peuvent se retrouver dans une diversité et constituer une communauté de destin, un avenir commun? Alors pourtant, cette notion justement de tiers-espace n'est pas nouvelle en soi. Je n'ai pas du tout la prétention évidemment de l'inventer, mais l'intérêt ici est de comprendre comment une nouvelle génération, puisque souvent ceux qui sont porteurs de ce tiers-espace sont plutôt des jeunes, comment une nouvelle génération se l'approprie et lui donne un sens contemporain. Et c'est ainsi qu'on trouve une base d'expérimentation fructueuse, aussi bien pour la recherche que pour des formes d'alternatives de développement. Alors je reviens à travers ces trois notions, le contre-espace, le tiers-paysage et le tiers-lieu. Donc le contre-espace fait appel à la notion d'hétérotopie chère à Michel Foucault, hein, donc ce n'est pas nouveau en soi. C'est l'idée qu'il existe des espaces réels, mais pas obligatoirement précisément cartographiés selon des coordonnées précises. Hein, donc ce n'est pas une utopie, ce n'est pas quelque chose qui est en dehors, mais c'est bien effectivement un espace qui existe, mais qui n'est pas obligatoirement, rentre pas dans une logique cernée, cartographiée en termes de lieu. Ou dit autrement, on pourrait dire ces contre-espaces sont des espaces qui poussent du milieu. C'est une autre manière aussi d'utiliser le mot milieu. Ça ne veut pas dire que ce sont des espaces neutres, mais que ce sont des espaces libérés, puisqu'ils ne se définissent pas par leurs bornes, c'est-à-dire par l'extérieur, comme le fait par exemple une institution. C'est-à-dire que ce sont les murs qui définissent ce qui se passe à l'intérieur, mais par leur capacité à développer en leur sein un processus autonome et autogéré. Ce qui ne veut pas dire que des tiers-espaces, comme ici on est dans un lycée, donc il est défini par les murs, mais ce qui ne veut pas dire qu'ici on peut aussi ne pas construire un tiers-espace, c'est tout à fait possible. Mais c'est un espace qui pousse du milieu et qui, d'une certaine manière, écarte les murs. Hein. Voilà. Donc, et c'est en cela qu'ils deviennent des lieux d'élaboration d'une autre manière de faire société. Alors, il est clair qu'aujourd'hui, les mouvements se prévalant d'une alternative ne se placent plus vraiment dans l'idéologie de ce qu'on pourrait appeler, dans les années 70, d'une contre-culture, comme la Beat Generation, etc. Mais finalement, la nature contemporaine de ces zones autonomes temporaires remplissent la même fonction de contre-espace. Et le meilleur exemple actuel sont par exemple les ZAD, les zones à défendre, comme celle par exemple de Notre-Dame-des-Landes contre l'aéroport de Nantes. Et il en existe beaucoup de moins connus. Et donc ces contre-espaces peuvent en fait se former à partir de micro-mouvements à chaque fois qu'entre en conflit une légitimité institutionnelle avec une légitimité processuelle. Et d'une manière générale, là où il manque d'interface et se grippent les rouages démocratiques. Donc les contre-espaces nous renvoient directement à l'exploration de nouvelles formes de gouvernance qui manquent cruellement aujourd'hui dans la manière de concevoir le développement sur nos territoires et la prise en compte des acteurs populaires, c'est-à-dire des acteurs dont le rôle n'est pas légitimé par une forme instituée, par un mandat ou une mission.
Nous voyons alors que le tiers définit aussi ce qu'on appelait en 1789 le tiers-État, c'est-à-dire une partie de la population oubliée ou invisible qui n'entre pas dans le champ de la reconnaissance du politique autrement que de manière populiste. Et donc souvent, hélas, ou en tout cas c'est un constat, ce sont les modes insurrectionnels ou émeutières qui viennent effectivement se confronter à ce blocage de manière à faire sauter ces chapes de plomb, comme c'est le cas par exemple dans les émeutes qui agitent nos quartiers populaires depuis une trentaine d'années en France. La deuxième notion donc, qui paraît intéressante à développer, la deuxième filiation, c'est la notion de tiers paysage. Effectivement, évidemment, elle est directement liée et rendue célèbre par Gilles Clément et son manifeste. Donc, comme vous le savez, le tiers paysage est ce qui échappe justement à l'emprise fonctionnelle ou rationnelle de la gestion humaine. Ce sont des morceaux de territoire délaissés qui peuvent alors retrouver une fonction d'accueil d'une diversité, de réservoir pour une écologie future, avec tous les effets de bordure, par exemple, ce qui se passe entre le milieu de la forêt et la prairie. Il y a des bandes comme ça qui, justement, échappent au contrôle et où se crée une diversité hybride. Voilà. L'idée d'inclure, donc, dans des projets de développement, une partie d'espace non aménagé peut aussi bien s'appliquer au monde rural qu'au monde urbain. C'est ainsi qu'est venue émerger toute une génération, par exemple, de jardins à partager, hors sol, puisque en milieu urbain, le sol, soit il est pollué, en tout cas il est difficilement accessible, donc c'est une forme de culture hors sol, mais qui effectivement est une autre manière, instruit une autre manière d'habiter la ville. La question est alors comment ces îlots peuvent faire archipel et constituer une véritable écologie urbaine, sachant, comme le dit si bien Georges Perec, vivre, c'est aller d'espace en espace en essayant de se cogner le moins possible. Donc concevoir le tiers-espace comme une nouvelle modalité de gestion de l'urbanité serait une véritable révolution qui s'appuierait sur la maîtrise d'usage des habitants du territoire. Alors, il y a des expérimentations qui développent ce concept-là, comme l'atelier d'architecture autogérée, qui mène par exemple en région parisienne une expérimentation appelée Air Urbain, vous pourrez faire les recherches sur Internet, qui mêle agriculture urbaine, économie sociale et solidaire, culture locale et réflexion sur l'habitat dans une logique de création de réseaux locaux et de circuits courts. Voilà. C'est comment finalement les habitants peuvent se réapproprier la ville et leur vie à travers l'occupation d'espaces qui sont au départ non attribués, par exemple en faisant un jardin partagé, un atelier pour construire des maisons, ce qui résoudrait par exemple la question aujourd'hui politique des Roms. Ce serait une manière effectivement de les intégrer effectivement dans l'espace urbain, et de créer des ateliers par exemple de récupération, et donc de créer comme ça un circuit dans la ville qui permet de se réapproprier, un circuit court qui permet effectivement de se réapproprier les différentes dimensions sociales et économiques de sa vie. Voilà. Donc les implications dans ces espaces interstitiels donc réunissent finalement ces différents acteurs, ces différents espaces. Chaque personne, l'idée c'est que chaque personne puisse reconstituer un processus en y trouvant son mode d'implication cohérent à la hauteur des responsabilités qu'il veut prendre. Donc ce tiers-espace nous serait utile pour comprendre ce qui pourrait, par exemple, j'ai fait une étude pour la région Île-de-France sur les vendeurs de rue qu'on appelle les bifins, qui sont un peu les descendants des chiffonniers. Comme vous savez que la crise aidant, de plus en plus, on recycle et on récupère ce qu'on jette. Sauf d'une certaine manière, on est moins avancé qu'il y a un siècle, puisqu'il y a un siècle, les chiffonniers avaient un statut, donc ils pouvaient récupérer et vendre. Et ce qu'a donné les puces, qui sont un des principaux lieux touristiques mondiaux en France, alors que les bifins d'aujourd'hui sont pourchassés par la police. Voilà. Donc on leur dénie effectivement cette possibilité. Et donc on pourrait concevoir ce qu'on pourrait appeler la rue marchande, ce qu'étaient les rues de Paris il y a un siècle, où il y avait des tas de petits métiers, etc., et on les a exclus justement de l'espace public, donc retrouver là, par le tiers-espace, une conception d'une autre façon de développer la ville, à travers justement ces espaces interstitiels.
La rue marchande n'étant pas simplement la rue de transaction entre quelqu'un qui achète et qui vend, mais aussi justement une nouvelle forme culturelle, une nouvelle forme d'urbanité. Ce qui serait d'ailleurs aussi une manière de répondre à toutes ces questions sécuritaires, puisque la seule façon de rendre finalement l'espace humain, c'est de réintroduire l'humain, c'est pas de l'éjecter. C'est pas les caméras de surveillance qui créent la sécurité, mais c'est la présence humaine. Donc en tout cas, ça peut être une application effectivement de ce tiers paysage. La troisième dimension qui m'inspire par rapport au tiers espace, c'est la dimension de tiers lieu, là qui est en pleine explosion à travers la culture numérique. Ce sont des espaces qui se sont développés de façon expérimentale et intuitive, et donc ce ne sont pas obligatoirement des espaces fixes, ça peut être aussi des espaces nomades. Ils sont basés sur un principe qu'on appelle le coworking, qui, comme son nom l'indique, est un travail partagé, autrement que sur les critères d'entreprise classiques, avec des espaces-temps différents, reposant sur un esprit entrepreneurial propre à la génération numérique, selon des valeurs, des méthodologies qui leur sont propres. Hein. Alors l'idée de ces lieux de co-travail, de travail partagé, d'abord c'est l'esprit d'ouverture et la possibilité d'accéder aux lieux par tous. Le tiers-lieu doit permettre de créer les rencontres, accueillir une diversité, rester disponible à l'inattendu. L'inattendu est même une concession propre d'ailleurs à l'innovation. On accepte justement dans ces tiers-lieux la dimension justement d'échec ou en tout cas de ne pas savoir, de ne pas répondre aux questions, d'expérimenter. Donc on retrouve le principe de plateforme intermédiaire entre dimension publique et privée, entre le lieu du travail et le lieu d'habitation, dans un accompagnement mutuel à l'auto-formation où sont validées des compétences collectives par les pairs. Donc là, on dépasse la dimension de ce qui existe déjà, ce qu'on appelle les pépinières, par exemple, d'entreprises, et simplement de mutualisation de moyens. Il s'agit vraiment d'entamer une autre façon de travailler qui n'est ni chez soi, ni à l'entreprise, et qui permet, enfin, la culture numérique facilite justement ce mode d'approche, puisque justement, un des principes, comme vous le savez, de la culture numérique, c'est que la richesse ne vient pas de l'appropriation, mais du partage. Bon, ce qui n'est pas évidemment compris par l'industrie culturelle, hein, et qui voit mal que son capital industriel, et entre autres, on le voit par rapport aux maisons de disques, effectivement, soit ainsi, comme eux le disent, piraté. Mais la culture numérique est une manière effectivement de réintroduire, avec aussi cette logique qu'on appelle open source, c'est-à-dire effectivement du copyleft qui s'oppose au copyright, c'est-à-dire de dire effectivement on n'est pas propriétaire, hein, mais on dégage un processus collectif à condition que ceux qui se rapproprient ce processus le fassent avec les mêmes valeurs, évidemment. Voilà. Donc le principe aussi de tiers-lieu reprend, est un lieu conçu par les usagers et donc reprend aussi le principe de maîtrise d'usage. Hein, c'est donc la maîtrise d'usage qui fait qu'à un moment donné que se construit le lieu. Donc évidemment, il n'y a pas de tiers-lieu type. C'est un idéal type qui s'adapte en fonction des situations. Et ce qui est intéressant aussi, ce qui fait d'ailleurs aussi une caractéristique des tiers espaces, c'est que c'est un lieu non disciplinaire, voire même indiscipliné, dans le sens où effectivement on peut l'aborder de différentes façons. Évidemment, il y a le prisme sociologique et psychosociologique. On pense évidemment à la dynamique de groupe, puisqu'on apprend à faire du collectif dans ce tiers-lieu. Il y a la dimension évidemment socio-professionnelle de formation, puisque là, finalement, est en train de se former une nouvelle génération en dehors des cadres académiques classiques. Il y a évidemment la dimension économique dans le sens où c'est aussi un incubateur d'entreprise qui permet effectivement à ces formes entrepreneuriales à un moment donné de créer une plus-value. Et puis évidemment, il y a une dimension culturelle, puisqu'il se développe une nouvelle grammaire, qu'on pourrait appeler une grammaire de la multitude, qui dépasse justement la simple communauté de solitude, c'est la simple addition des individualités, et donc une production de connaissances. Et puis, encore évidemment, aussi la dimension territoriale, puisque ces tiers-lieux peuvent être des lieux de recomposition, des lieux ressources, des pôles référentiels de créativité sur les territoires. Voilà. Évidemment, ils sont assez incompatibles avec le système classique de fonctionnement normé. Et quand tout simplement un lieu n'est plus fonctionnel, il faut le recréer. Donc il y a aussi une forme effectivement d'auto-évaluation, d'autogestion de ces lieux,
puisque évidemment, ce que je décris là, c'est un idéal type. Dans la réalité, ça se passe évidemment d'une manière beaucoup plus compliquée, et que évidemment, le tiers-lieu renvoie à une micropolitique des groupes, puisqu'il est censé instaurer des relations équitables entre les différents acteurs en coprésence, alors que les rapports à l'usage des espaces de collaboration entraînent souvent des inégalités potentielles. Donc, cette dimension écosystémique est toujours mise à mal dans une confrontation à une diversité et rend des fois les cohabitations difficiles. Donc, c'est une manière effectivement de se réajuster d'une manière continuelle. Et entre autres, on pourra peut-être aussi y revenir, de réinterroger nos postures socioprofessionnelles d'acteurs, d'agents et d'auteurs, puisque ce sont un peu ces trois postures qui peuvent caractériser notre façon définir notre engagement social et socio-professionnel. Bon, je ne vais pas développer, mais on pourra peut-être y revenir. Donc, à travers ces trois manières, filiation du tiers-espace, donc le tiers-lieu, le tiers-paysage, le contre-espace, on peut essayer de cerner un peu quelles sont ces qualités justement de ces espaces. Parmi elles, enfin bon, c'est pas évidemment exhaustif. Il y a dire que c'est une forme écosystémique. Donc ça veut dire que d'une part, il est basé sur une diversité. Donc plus les gens sont différents et fonctionnent de manière différente, plus il y a une richesse. Évidemment, cette richesse est liée aussi à une forme d'interdépendance. On parlait de la logique du partage, de la copropriété, qui permet effectivement de chacun travailler sur le projet de l'autre. Si on vient uniquement, évidemment, pour garder pour soi, ça ne peut pas fonctionner. Donc il y a une interdépendance et à la fois aussi une régulation, ce que j'appelais la micropolitique du groupe, c'est à un moment donné comment effectivement rester dans des formes transversales, des formes horizontales, des formes d'échange, en interaction. Et donc il y a aussi une forme d'autorégulation. Voilà. Donc la forme écosystémique indique que la réponse est dans le système, dans sa capacité à créer du lien, donc à créer de l'intelligence sociale, et à s'appuyer sur un capital social, puisque le capital social se définit justement par cette capacité justement à créer du lien. Le tiers-espace donc, favorise ce qu'on peut appeler aussi les processus de reliance, ce que je viens de dire, sa capacité à créer du lien, et aussi un terme qui devient à la mode de résilience, c'est-à-dire cette manière de s'en sortir face à l'adversité, et donc de trouver une défense, protection, un équilibre face aux tensions. C'est une manière de gérer une culture de l'incertitude et donc de construire des alternatives en essayant d'utiliser les matériaux qui sont à sa disposition. Et là, on rejoint d'ailleurs, ça peut croiser justement la dimension artistique. Il y a un article que j'ai écrit qui s'appelait « L'art du bricolage ». Vous savez, le mot bricolage peut être pris à différents sens. Il est souvent utilisé, connoté de manière péjorative. Bricoler, c'est pas de sérieux. Bon. Donc, par exemple, dire qu'on bricole, ça veut dire qu'on n'est pas professionnel, on n'est pas dans l'excellence, etc. Alors que j'ai pu constater que justement cette forme-là, c'est-à-dire cette capacité de trouver un nouvel équilibre, dans une prise en compte de l'aléatoire, de l'incertitude, qui n'est pas obligatoirement liée à un projet précis, qui est plutôt dans une logique processuelle, dans un dialogue avec les matériaux, qui construit, justement, c'est le plus amène justement à trouver des réponses, à créer des nouvelles formes. Voilà. C'est-à-dire, plutôt que partir effectivement des formes déjà constituées, cette forme de bricolage permet de revaloriser les situations marginalisées avec les matériaux qui sont à notre disposition. Un autre point, effectivement, que nous enseigne, auquel nous renvoie aussi le tiers-espace, c'est justement des nouvelles formes de mobilité, où c'est plus aujourd'hui la vitesse qui est importante, mais justement la capacité à créer du lien dans ce déplacement. Donc il y a une logique, par exemple, de slow mouvement, de mouvement lent, de réappropriation, par exemple, de la ville, justement, par le piéton, et d'une manière générale, une manière d'articuler une mobilité à la fois mentale, sociale et spatiale
Le principe, c'est que les trois dimensions sont liées, c'est-à-dire que plus on est libre dans sa tête, plus on peut se déplacer dans l'espace, et socialement aussi. Et donc, c'est d'ouvrir aussi de nouveaux champs de possibilités. Alors, cette mobilité s'inscrit aussi, on parlait des cultures numériques, justement, dans différentes formes d'entre-deux, qui des fois mal comprises, par exemple, entre l'univers public et privé, puisque aujourd'hui, on peut, par exemple, travailler avec son ordinateur un peu partout, dans tous les lieux. Donc, des fois, ça peut aussi être perçu comme une forme en tout cas de gestion mal comprise entre l'espace public et privé, hein, voilà. Mais ça peut être aussi, justement, compris comme une richesse, comme une nouvelle forme de mobilité, et donc on peut aussi s'appuyer peut-être aussi sur ces formes-là. Et puis aussi, ce que nous enseignent justement ces espaces, c'est une nouvelle forme d'envisager un travail de la culture. Alors le problème, c'est que le mot culture en France, il est quand même très très chargé, historiquement, institutionnellement, hein. Il est souvent confondu d'ailleurs à une dimension artistique. Pour moi, le travail de la culture se définit simplement la capacité de s'émanciper et d'être agent de transformation sociale. Donc pas au sens évidemment cultivé et académique du terme, ce qui n'exclut pas évidemment l'art, puisque l'art intervient pour moi dans cette dimension entre culture vivante, culture transmise et culture symbolique, comme la capacité à un moment donné de mettre en lumière cette dimension universelle de ce processus qu'on retrouve dans les tiers espaces. Puisque ces tiers espaces, évidemment, et l'intérêt c'est qu'ils ne sont pas non plus ethnocentrés. C'est-à-dire que, évidemment, là je parle, moi, en tant que chercheur, de l'expérience que j'ai pu rencontrer en France, mais elle est évidemment valable et valide partout. Et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que c'est une fonction justement de la dimension artistique, par ce travail créatif, de la rendre justement accessible par l'émotion, par la sensation, à tous. C'est ainsi que se développent finalement les formes d'émergence populaires et sont réappropriées ensuite dans chaque culture particulière. Voilà. Donc effectivement, c'est réintroduire justement l'art dans la boucle de ce travail de la culture, non pas comme une forme extérieure, mais effectivement comme un processus du travail de la culture. Ce qui renvoie à des questions sur les dispositifs, qu'on envoie par exemple les artistes dans les quartiers populaires résoudre des problèmes sociaux. Ça pose... on m'a demandé d'évaluer ça. D'ailleurs, il y a très peu d'évaluations qui sont faites. Je me demande si on ne prend pas justement la question par le mauvais bout. Voilà. Et donc, je terminerai peut-être, je ne sais pas si je suis dans les temps, oui, c'est bon ? Ça va encore 5 minutes. Voilà, Oui, c'est parfait. Donc, je terminerai sur la dimension de laboratoire social. Et le laboratoire social, finalement, correspond à ce tiers-espace scientifique entre recherche fondamentale et recherche appliquée, recherche positiviste et recherche pragmatique, recherche académique et expérimentation sociale. Il peut se définir comme la capacité in vivo de dégager un processus de coproduction sociale et scientifique en mettant les acteurs dans une posture réflexive, c'est-à-dire en tant qu'acteurs-chercheurs et co-auteurs du processus. Voilà. On peut dire finalement le laboratoire social est l'application dans une démarche de production de connaissances de ce qu'est le tiers-espace, ou c'est un tiers-espace également, et ce qui permet effectivement de réintroduire cette dimension de connaissance, comme l'art, pas comme, on parlait de l'université, comme une forme détachée effectivement de la vie, mais comme un processus participant à ce travail de transformation. Et donc il n'y a pas d'un côté les acteurs, de côté les chercheurs, on a bien compris, mais effectivement ce processus in vivo. Et c'est en cela d'ailleurs que le laboratoire social, ce sera peut-être aussi une édition que vous pourriez avoir, se différencie des formes classiques de recherche partenariale, participative ou collaborative. Ça aussi c'est en pleine explosion, tout le monde l'emploie un peu dans tous les sens, et qui indique une coopération entre les chercheurs et les acteurs, mais qui reste quand même assez tributaire des enjeux sectoriels et des logiques disciplinaires, même s'ils se veulent interdisciplinaires, transdisciplinaires, pluridisciplinaires, etc. Enfin, voilà. Alors bien sûr, la recherche-action et ses formes partenariales collaboratives ont un fond commun, c'est que les acteurs sont associés à l'ensemble du programme et ils doivent pouvoir accéder au sens et maîtriser la production du processus de recherche. 2, que c'est effectivement une forme collaborative horizontale, non hiérarchique, équitable. Et 3, effectivement, acteurs comme chercheurs sont impliqués en situation autour de problématiques de travail communes à la demande des acteurs, c'est dans une forme effectivement directe de réponse à une situation sociale. Mais j'ai envie de dire, le laboratoire social va plus loin,
il interroge justement la dimension de participation, parce que qu'est-ce que ça veut dire? On l'a vu aussi dans toutes les formes de concertation autour des rénovations urbaines, etc. On dit qu'il faut faire participer les habitants, etc. Donc la recherche-action interroge quand même cette forme participative, parce qu'effectivement, on le retrouve aussi dans la notion de démocratie participative. Qu'est-ce que ça veut dire effectivement de faire participer quelqu'un si cette personne-là n'est pas légitime dans sa parole? Voilà, c'est-à-dire, le but, c'est pas simplement qu'ils prennent la parole, parce que ça, on peut tendre un micro dans la rue, hein, c'est le micro-trottoir, et on peut faire des sondages. D'ailleurs, hélas, le politique gouverne surtout par ça. Or, c'est pas ça, effectivement, la forme participative. C'est à un moment donné permettre aux acteurs de construire une parole légitime et avoir un réel poids dans le processus de décision. Et donc que ces acteurs soient reconnus comme aussi chercheurs quelque part. Et c'est ça le principe du laboratoire social. C'est pas d'un côté les acteurs et chercheurs, mais effectivement. Et donc ça déstabilise, ça permet aux acteurs, par exemple, de se missionner et ne pas attendre effectivement qu'il y ait un chercheur ou un laboratoire d'études ou je ne sais quelle expertise qui soit faite sur le terrain pour dire ce qui est bien pour eux, mais effectivement de s'auto-missionner et de développer une capacité d'auto-expertise. Évidemment, ça va créer des conflits, des tensions, effectivement, mais c'est ça qui est intéressant. Et également, ça crée la possibilité, justement parce qu'on sort du champ disciplinaire, les personnes ne sont pas liées à leur statut, à leur appartenance socio-professionnelle, de pousser chacun à faire un pas de côté. C'est-à-dire aux chercheurs professionnels aussi de se mettre dans une posture où ça interroge sa posture de chercheur, comme l'artiste fait un pas de côté, parce que souvent l'artiste est employé pour légitimer, d'ailleurs, je pense que c'est une erreur, une action de culture, de dire, voilà, comment qu'est-ce que c'est aujourd'hui un travail de la culture? Donc ça peut être aussi le cas des travailleurs sociaux, puisque les travailleurs sociaux sont aussi impliqués, je pense, dans une démarche créative d'un travail de la culture. Là aussi, de mettre un pas de côté, par exemple, de dire, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui insérer quelqu'un dans la société? On n'est plus du tout dans les mêmes logiques de fonctionnement des années 70 et début des années 80. Or, on est toujours, par exemple en France, dans une logique de ce qu'on appelle le case work, l'accompagnement individuel, l'insertion, etc. Et donc là, il y a peut-être aussi une autre manière de concevoir justement, puisque finalement la recherche-action de le laboratoire social, c'est la société qui se met en travail sur elle-même. Voilà. Donc il ne s'est plus inséré dans la société, mais plutôt c'est la société qui s'ouvre dans une autre forme, comme on disait tout à l'heure, de reliance. Donc voilà, le laboratoire social permet aussi d'interroger chacun dans sa posture socio-professionnelle et de le pousser quelque part à mettre un pas de côté. C'est dans ce décalage que se produit une nouvelle connaissance. C'est ça l'intérêt. C'est pas de confirmer ce qu'on sait déjà. C'est le problème des observatoires, souvent, qui sont payés à faire des études, mais pour finalement confirmer ce que savent déjà les institutions, et ce que j'appelle le pacte. Voilà, c'est-à-dire que chacun sait finalement que ça ne sert finalement pas à grand-chose, mais ça permet de confirmer chacun dans sa posture. Il y a beaucoup d'argent qui est dépensé à ça. Et donc là, justement, c'est de mettre quelqu'un... Alors c'est une position évidemment inconfortable, puisque là, on n'est plus... on interroge en même temps sa légitimité socio-professionnelle, mais justement, ça permet à un moment donné de créer des formes de transfert de compétences, c'est-à-dire permettre à d'autres de s'approprier des éléments de votre champ de compétences. C'est qu'est-ce que c'est finalement que la recherche-action, sinon d'aller prendre les outils qui nous intéressent. Donc on peut le prendre dans la forme académique, on peut le prendre dans la sociologie, on peut le prendre dans la psychologie sociale, dans les sciences cognitives, on peut le prendre aussi dans les formes de lutte, puisque le principe aussi de l'action, c'est de donner, comme je disais, pouvoir à. Le mot empowerment aussi, qui est devenu à la mode, qui est aussi un peu ambigu, mais son origine, c'est de dire c'est un pouvoir d'agir, qui est quand même issu des luttes sociales, collectives, communautaires. Donc voilà, à un moment donné, le laboratoire social crée comme je disais, c'est un morceau de société qui se met en recherche sur elle-même. Le tiers-espace, finalement, comme l'acteur n'est pas objet, mais sujet de la recherche. C'est bien ça le principe. Et donc, parmi ces axes justement de recherche possibles, on pourrait trouver ces dimensions de résilience, d'art du bricolage, de mobilité, de travail de la culture, de transformation sociale. Enfin voilà, les champs couverts par le tiers-espace pour produire de nouvelles connaissances sont immenses finalement, puisque ça touche toute la réalité humaine.
une recherche qu'on pourrait appeler effectivement au rez-de-chaussée de la ville, ou rez-de-chaussée, dans le sens que c'est effectivement lié à des espaces du commun qui n'est pas standardisé, stéréotypé selon des normes et des règles d'en haut, mais qui s'aménage dans des maîtrises d'usage, et donc qui permet, comme je disais, la construction d'une parole légitime, une parole en acte, agissant sur les processus. Je peux peut-être m'arrêter là pour l'instant. Et dire effectivement, voilà, donc la recherche-action, puisque la recherche-action est aussi pas nouvelle, hein, elle date des années 40-50, donc elle a aussi connu des évolutions et des adaptations suivant les pays et les époques. Je pense qu'aujourd'hui, cette dimension de tiers-espace et laboratoire social est une manière de réactualiser cette démarche de recherche-action et de répondre d'une manière directe, voilà, aux enjeux actuels. Merci beaucoup, Hugues, pour cette présentation qui, je pense, a déjà soulevé, j'imagine, un certain nombre de questionnements et d'interrogations. Alors, je ne vais pas prendre la parole parce que l'intérêt, c'est vraiment que vous puissiez intervenir. Moi, je retiens juste un tas de choses qui sont vraiment les enjeux sur lesquels on essaye de s'engager tous ensemble, comme l'a dit Joël, avec tous les partenaires. Hein, c'est cette idée de pas de côté, de bricolage, d'essayer chacun de se décentrer par rapport à nos propres pratiques, hein, que ce soit nos pratiques de chercheurs, d'enseignants ou d'acteurs. Voilà, donc merci pour cette présentation. Je précise au passage aussi que Hugues est avec nous là jusqu'au début d'après-midi. Donc profitez vraiment de sa présence. On va essayer justement ce temps d'échange, il est là pour ça, parce qu'il doit vraiment permettre de repositionner un certain nombre de choses. Si vous souhaitez relire des ouvrages aussi, parce que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, Hugues a un site internet qui vient juste d'être remis à neuf, j'ai vu ça cette semaine, donc en tapant Hugues Bazin, vous retrouverez son site. Recherche-action. Voilà, Recherche-action, Hugues Bazin, vous tombez sur le site de Hugues, où il y a un tas de textes, il y a une bibliographie très complète et des textes aussi sur différents projets dont il n'aura peut-être pas le temps de parler, là, justement d'études qu'il a pu faire ou de partenariats avec des textes d'analyse, d'exemples concrets. Hein, donc n'hésitez pas vraiment à utiliser cette plateforme de ressources qui est aussi donc celle du LISRA en fait. Hein, donc, voilà, donc je précisais ça parce que j'ai peur de l'oublier à la fin. Donc voilà, je propose vraiment que là, à partir de ce qu'a pu déjà soulever comme question-interrogation Hugues, peut-être certains d'entre vous ont-ils des questions ou des éléments d'apport aussi, de partage d'expérience aussi, je pense déjà aussi sur d'autres choses qui peuvent être vécues sur d'autres territoires qui sont effectivement celui que nous on connaît vu de la France, hein, mais là je pense qu'il y a aussi des gens qui peuvent peut-être rebondir sur ces expériences, donc je ne sais pas si... Oui, Marie-Pierre. Pour l'enregistrement, ouais, c'est celui-ci. C'est toujours difficile comment dire, de parler, parce qu'évidemment je fais référence à des éléments concrets, mais chaque situation en fait est différente. Donc il n'y a pas de modèle type par exemple de ce qui pourrait instaurer une relation entre acteurs et chercheurs. J'ai souvent d'ailleurs pour habitude de dire qu'il y a autant de recherche-action qu'il y a d'acteurs-chercheurs. Donc moi par exemple quand j'interviens dans des logiques formatives qu'on appelle formation-action ou accompagnement à l'auto-formation, c'est d'abord d'aider chacun à entrer dans une posture réflexive. Ce que ça veut dire posture réflexive, c'est qu'on se prend soi-même comme travaillot de recherche, comme matériau de recherche. Mettre l'acteur en position de chercheur. C'est la seule façon de créer une relation, j'ai envie de dire, égalitaire avec le chercheur et le déstabiliser, j'ai envie de dire, dans son statut qui serait celui de la connaissance et de la toute-puissance, et dire, moi-même, je suis dans cette posture réflexive en tant qu'acteur. Alors, par exemple, il y a des outils très simples que je n'ai pas non plus inventés. Il y a un réseau qui s'appelle en France les collèges coopératifs, réseau des collèges coopératifs, qui a été créé par, j'ai un trou de mémoire, qui est mort, qui a développé ça dans les années 70.
et qui, entre autres, a développé une méthode que j'applique plus ou moins, qu'on appelle l'autobiographie raisonnée, c'est-à-dire permettre à la personne, justement, de travailler sur ces espaces intermédiaires dont je parlais tout à l'heure, qui ne sont pas référencés dans les curriculum vitae. C'est-à-dire que ce n'est pas des formes diplômantes, ce n'est pas des formes qu'on met en général, mais qui sont tous ces espaces-là d'expérience qui finalement sont les lieux même d'articulation de sa vie, quoi. Or ça, pour en prendre conscience, la meilleure façon, c'est justement de se réapproprier son parcours de vie, son parcours d'expérience. Et souvent, les gens sont étonnés comment il est riche finalement ce parcours d'expérience et comment il peut dégager de nouvelles connaissances. Mais comme on les a pas, on les a mis toujours dans des positions effectivement où ils doivent prouver, faire des projets, déposer effectivement des formes classiques, ils ne mettent pas en valeur justement ces espaces d'expérience. Donc voilà par exemple la forme d'entretien réflexif, une manière d'inviter, c'est une invitation, parce qu'effectivement c'est une posture que seul l'acteur peut prendre par lui-même, de rentrer dans cette démarche réflexive et de devenir acteur-chercheur. Et là, après, où intervient, entre guillemets, enfin, notre laboratoire social, donc ce n'est pas lui qui va remplacer à la place, justement, seul l'individu est capable d'entamer ce travail réflexif. Je dis souvent à une personne, moi je ne peux pas dire à ta place si tu es acteur-chercheur, il n'y a que toi qui peux te positionner comme ça. Mais si tu rentres dans cette posture-là, on peut t'aider justement à légitimer ta posture. Or, le problème, c'est qu'acteur-chercheur, c'est ni une profession, c'est ni une discipline, c'est ni un statut, et donc il n'y a pas non plus de lieu. La recherche-action, ce n'est pas quelque chose qui s'enseigne, c'est pour ça que ça ne rentre pas dans le corps universitaire classique. Il y a dans le corps universitaire des chercheurs qui sont convaincus de cette démarche-là, mais justement parce qu'il échappe à toute discipline. Du coup, comment être légitime en tant qu'acteur-chercheur si vous n'êtes ni validé par un diplôme, une institution, une structure, un lieu? C'est ça le problème. Et donc, l'idée là du laboratoire social, c'est permettre à un moment donné à ces acteurs-chercheurs de dire mais finalement, votre démarche, non seulement elle est valide, elle est pertinente, mais elle peut interroger justement les formes instituées. Voilà. Elle peut interroger le chercheur, l'opérateur culturel ou social, l'élu. Et donc, alors après, négocier ce qu'on appelle, nous, des collèges d'acteurs-chercheurs auprès des collectivités territoriales, là, ça devient évidemment très compliqué. Parce qu'on là, on est dans les logiques de formation de contre-pouvoir, etc. Et dans des processus en plus longs, c'est-à-dire qu'on ne sait pas obligatoirement des formes le processus, par définition, il n'est pas visible. Alors, souvent, on est aussi dans une société où on attend, on confond le processus et la visibilité. Hein. Et donc, ce qui n'est pas visible n'existe pas, en quelque sorte. Donc là aussi, le but du laboratoire social, c'est de dire il y a quelque chose qui se passe, qui est fondamental, et on peut le prouver, même si ça ne se traduit pas dans un premier temps en termes de production visible. C'est-à-dire, encore une fois, en termes d'action, d'événementiel, de projet. Donc là, il y a une tension aussi avec la logique de projet. On se bat, entre guillemets, contre l'aliénation du projet, puisque dès la maternelle, on nous apprend en fait à faire des projets. Hein. C'est une logique de plus en plus ultralibérale, puisque plus l'État est déficient, plus vous êtes sommé vous-même de vous en sortir par vous-même, et donc de pallier au déficit de l'État, et donc de faire des projets. Voilà. Donc, sauf que c'est des projets, c'est ce qu'on appelle aussi une forme de capitalisme cognitif, hein, c'est-à-dire qui exploite la capacité humaine justement à développer des projets, mais qui paradoxalement aliène encore plus l'humain que peut-être encore une forme plus aliénée que le travail classique. Et donc là aussi, c'est à un moment donné, la recherche-action est vraiment un travail d'émancipation, de dire, voilà, d'interroger. De remettre le projet à sa place comme un outil au service d'un processus de développement. Voilà. Et non pas... Il y a beaucoup d'associations qui sont en crise, justement, parce qu'ils ne peuvent plus sortir de cette logique de projet. Hein, et parce qu'il y a des financements aussi, hein, et qu'il faut bien vivre, et que voilà. Et donc, et puis le financement, c'est une manière très directe de contrôle. Donc voilà. Donc là, il y a c'est ça aussi la recherche-action, c'est mettre l'acteur en position... Alors, il y a un mot savant qui s'appelle la praxis, hein, qui vient du marxisme, qui dit, voilà, prendre conscience qu'on est acteur historique et qu'on a un poids dans l'orientation de cette histoire-là. Hein, donc, c'est toute l'histoire du mouvement ouvrier, etc. Mais aujourd'hui, c'est plus compliqué parce que les formes, justement, sont beaucoup éclatées. Donc, il n'y a plus de mobilisation. Ou quand il y a des mobilisations, justement, il se passe dans les tiers espaces. Les nouvelles générations ne se reconnaissent pas dans les formes politiques, syndicales habituelles. Et donc là, il y a aussi une prise en compte de ces nouvelles formes pour que les acteurs, justement, apparaissent légitimes dans leur lutte et prennent conscience qu'ils sont des acteurs historiques. Voilà. Alors souvent, comme ça n'est pas reconnu, ça se passe souvent de manière émotière ou violente. Enfin, voilà, bon.
Et donc là, on a du mal, entre autres les pouvoirs ont du mal à créer des interfaces. C'est là aussi où le laboratoire social peut jouer un rôle, pas comme médiation pour empêcher le conflit, surtout pas, mais de lui donner un sens. Voilà, de dire pourquoi on est en conflit. Le conflit n'est pas un problème, c'est on sait pourquoi on est en conflit, pourquoi les gens sont en conflit. Le problème souvent, c'est qu'on ne sait plus pourquoi on est... Voilà. Et donc c'est là où ça dégénère en violence. Donc voilà les positions qui permettent à un moment donné justement de travailler en recherche-action. Et donc le chercheur lui-même, il est déstabilisé, hein, parce que ça veut dire que lui-même peut être entré aussi en conflit avec son institution. Et souvent c'est ce qui se passe en recherche-action. Ou un travailleur social, ou un artiste qui à un moment donné s'interroge sur la commande par exemple. Hein. Sur la manière dont est gérée la commande. Et donc, du coup, ça amène une analyse institutionnelle. Et donc, à remettre en cause... voilà. Alors, il y a tout un mouvement des années 70 qui s'appelait l'analyse institutionnelle, qui était né du mouvement anti-psychiatrique, c'est-à-dire comment sortir des murs et comment accueillir... voilà. Donc, la société au sein de l'institution. Bon, ce mouvement-là, tous ceux qui ont été porteurs de ce mouvement-là sont soit morts, soit entre 80 et 90 ans. Mais peut-être, justement... là, peut-être l'université, mais je ne suis pas, moi, universitaire dans ce sens-là. Je ne suis pas au sein de l'université, mais peut-être... Alors, il y a quelques universitaires, par exemple, je pensais à Pascal Nicolas Lestra, qui est à l'université de Montpellier, qui s'interroge justement sur cette... lui, il appelle ça l'intervention sociologique, je crois. Ce n'est pas tout à fait de la recherche-action, mais c'est comment, finalement, créer aussi là, ces espaces intermédiaires au sein de l'institution. Parce qu'en fait, l'idée, c'est ça, c'est de créer un laboratoire ici, par exemple dans ce lycée. Peut-être, c'est effectivement celui-là du théâtre, peut-être aussi un laboratoire social. Créer un laboratoire social au sein de l'université. Recréer les conditions, justement, où l'institution s'interroge sur elle-même. Et donc, permettre de légitimer des acteurs qui ne sont pas au départ légitimes, parce qu'ils n'appartiennent pas à l'institution. Voilà, comme porteurs voilà, d'alternatives, de connaissances, etc. quoi. Donc là, on se bat contre toutes les formes évidemment classiques, académiques, normées, de pouvoir, d'enjeux. Vous voyez tout ce qu'on soulève en même temps, quoi, voilà. Et particulièrement en France, on n'est pas vraiment dans une culture, on est quand même dans une culture très verticale. Et donc les anglo-saxons ont beaucoup de défauts, mais ils sont très pragmatiques. Donc ils ont cet avantage-là de partir justement d'abord des questions, des problèmes à résoudre, et on construit effectivement, on fait du collectif autour de ça, quoi. Vous pouvez parler juste un peu plus fort qu'on vous entende bien derrière, parce que du coup le micro il est sur la question. Où les salles de concert sauvagement empruntées, comme on peut l'imaginer, dans ces concerts là, qui sont donnés, est-ce que ce sont des tiers espaces et comment on peut créer, comment on peut mettre en place l'acteur-chercheur dans ce type d'espace? Ça peut être ou pas des tiers espaces, tout dépend comment les acteurs se positionnent dans ces espaces-là. Il y a par exemple moi j'ai travaillé avec un éducateur de rue qui au départ était d'ailleurs complètement, quasiment illettré, exclu du système scolaire, et qui aujourd'hui a fait sa thèse grâce à la recherche-action. Voilà. Et qui a travaillé justement avec des jeunes de la rue sur ces questions-là de rapport à l'espace public. Voilà. Et le rapport entre l'espace public, comment un groupe peut privatiser l'espace, comment une démarche peut être publicisée dans l'espace privé. Donc on est dans cette tension-là, hein, entre l'espace privé et public. Donc il y a toute la question effectivement aussi des formes de civilité et la manière dont aujourd'hui justement cet espace est co-géré. Donc on peut dire effectivement, bon, là, j'ai eu un cas à Amiens qui n'est pas très loin d'ici. C'était un groupe d'artistes qui travaille autour d'une association qui s'appelle La Forge, qui est en Picardie. Et dans un des quartiers les plus durs d'Amiens, vous avez eu des émeutes encore récemment, je crois que c'était l'été dernier, enfin, voilà. Et avec des jeunes qui, entre autres, ont fait un film vidéo qui s'appelle Bloc 5, bon, puisque le bloc où il se trouve s'appelle 5, c'est la cage d'escalier, et qui font aussi du rap. Et donc il y a un film, une association qui a travaillé avec eux pour tourner ce film. Et ce film souvent créé des tensions, parce qu'on a accusé
le film de la promotion de ce qu'on pourrait appeler l'économie un peu illégale, puisqu'évidemment une partie de ces jeunes deal, voilà, donc c'est une économie souterraine dont vivent aussi les parents dans ces quartiers-là. Donc on le voit. Et ce qui est intéressant là aussi, c'est à un moment donné comment la recherche-action. La question c'est quelle interface on crée. On peut toujours condamner moralement en disant oui, c'est une apologie de la drogue, je sais pas, parce qu'on voit des jeunes expliquer comment ils vivent. Mais d'un autre côté, on peut dire, voilà une clé d'entrée intéressante, et on part de la réalité. On ne part pas de ce qu'on voudrait que soit la réalité. C'est une économie, puisque effectivement, c'est une manière de survivre. Et on part de cette réalité pour créer une interface. C'est après une discussion avec un lieu culturel d'Amiens, justement sur la question de la légitimité, effectivement. Est-ce que ces rappeurs sont des artistes ou uniquement des transmetteurs sociaux, voire des délinquants? Enfin voilà, il y avait toutes les discussions, quoi. Mais dans tous les cas, le fait qu'il y ait un dispositif qui puisse se construire met ça en discussion. C'est ça qui est important. Met ça en sens. Voilà. Ces jeunes-là, s'ils font ce travail-là, ils font ce film-là, ce n'est pas pour rien, ça a aussi un sens. Alors évidemment, il y a aussi toute la partie égocentrée, autopromotion, tout ce qu'on peut connaître, etc. Et à la fois, effectivement, il y a une réalité sociale. Voilà. Donc c'est ça, finalement, la recherche-action, c'est partir de ces espaces-là, qui sont ni bons ni mauvais, et voir effectivement comment, à partir de ces espaces-là, on peut construire une démarche de type recherche-action. Il faut aussi que tous les acteurs en coprésence soient d'accord sur ce principe-là. À Amiens, on n'a pas été jusqu'à là, parce qu'après on se heurte. D'un côté les artistes, de l'autre côté les travailleurs sociaux, il y a des jeunes. Voilà, chacun est dans des logiques disciplinaires, d'intérêt, de légitimité différentes. Et plutôt, finalement, de dire que ma légitimité n'étouffe pas la légitimité de l'autre. Bon, voilà. Donc le travail sur chef aussi implique ce travail sur les postures, voilà, donc des uns et des autres. Et si on n'arrive pas à dépasser ça, on reste dans des logiques segmentaires. C'est pareil pour tout le mouvement qu'on pourrait appeler free, alors ce qui a été par exemple effectivement ces zones temporaires comme autour de la culture techno, etc. Donc là aussi, la tendance est tout de suite réprimée au nom de la sécurité. Évidemment, il y a toujours un risque quand un groupe occupe un espace pas sécurisé dans les normes classiques de sécurité, quoi. Mais là, on revient à la dimension écosystémique, c'est-à-dire est-ce qu'on travaille sur l'écosystème pour qu'il y ait une forme d'autorégulation, que ce soit par rapport à questions de sécurité, de deal, etc., ou si on envoie les gendarmes ou la police fermer l'espace. Est-ce que c'est une réponse? Voilà. Donc c'est toujours cette question-là. Donc là aussi, il y a des gens qui ont travaillé dans ces formes-là, puisque par exemple la culture du traveler, des gens qui créent ces espaces-là autonomes, c'est une véritable culture, hein, entre autres qui viennent d'Angleterre, etc., qu'on retrouve là aussi d'une autre manière dans les ZAD, qui sont des formes de lutte plus politique, mais qui sont aussi des formes autogérées avec leurs conflits internes, c'est ça qui est intéressant. Et donc là aussi, il y a des formes écosystémiques. Le problème, c'est qu'on est obligé de se heurter à une complexité, c'est ça aussi qui est compliqué, hein, c'est qu'effectivement, il faut accepter cette complexité et qu'il n'y a pas d'un côté, tout n'est pas blanc ou noir, tout n'est pas bon ou mauvais. Il y a une forme aussi qui peut être justement de l'ordre du conflit, de la violence, et qu'il faut aussi intégrer aussi dans ce processus-là. Voilà. Et le problème, c'est qu'il y a rarement des espaces où on puisse poser ça sur la table et de mettre du sens dessus. C'est ça finalement le travail du laboratoire social, c'est de mettre les acteurs en co-présence, de dire voilà, qu'est-ce qu'on vit et en quoi effectivement ça a du sens. Voilà. Pas tout de suite un jugement en disant c'est bien ou c'est mal, hein, ou ceci ou cela. Quoi. Voilà. Donc Et donc là, il y a aussi une véritable auto-formation des acteurs, parce qu'encore une fois, ça ne s'enseigne pas. C'est par l'expérience qu'on acquiert ces compétences-là de mise en situation. Donc là, il y a aussi un accompagnement à l'auto-formation. C'est le principe du laboratoire social, encore une fois. Hein. C'est une forme d'école populaire, dit autrement. À une époque, on appelait ça université populaire, qui sont devenues aussi, aujourd'hui, je trouve des formes souvent assez académiques, enfin, assez classiques. Mais c'est un peu ça. Bon, une des fonctions de l'éducation populaire était aussi se retrouver aussi, je pense à l'entraînement mental du réseau des peuples et cultures, des choses comme ça, qui datent issues de la résistance, de l'après-guerre, etc. Enfin, voilà, qui sont des formes de cette époque-là, qui sont d'une certaine manière réactualisées aujourd'hui par ces formes de recherche-action. Quoi. Merci. Mon nom c'est Tarf Alfan et je viens de Mexique. Je travaille dans une ONG et c'est pas exactement en question et j'espère pouvoir faire ces réflexions intéressantes.
Je pense qu'au Mexique, on vit presque tous dans le tiers-espace. Pourquoi je dis ça? Parce que, surtout dans l'actualité, on a un État qui a été vraiment presque détruit pour la corruption et, les intérêts commerciaux et industriels des États-Unis et aussi des grands marchés du Mexique. Et nous, les citoyens normaux, à trouver dans le tiers-espace peut-être l'unique possibilité parce que la réalité a été kidnappée pour ces corruptions et aussi la criminalité et la violence maintenant. Donc, presque toutes les choses intéressantes au Mexique, maintenant, elles sont en train de passer dans le terrestre-espace. Mais aussi, pour nous, c'est surprenant de trouver en Europe l'idée de que c'est intéressant, que c'est créatif, que c'est un monde de possibilités. Parce que normalement, quand tu es dans la situation de Mexique, tu penses que ce chaos, cette anarchie, c'est une chose mauvaise qui fait la vie plus difficile. Mais en même temps, c'est vrai que c'est peut-être l'unique chose de pouvoir avoir une certaine liberté pour faire des choses différentes. Mais par exemple, au Mexique, il y a une destruction terrible écologique de l'ambiance parce qu'il y a une faute complète de régulation de tous les espaces publics qui passent dans cet espace hybride que vous parlez. Et ça, maintenant, a devenu vraiment mais la folie parce que l'État a laissé tous les programmes sociaux à côté. Non seulement sur les politiques de sécurité, contre la violence, la guerre de la drogue, tout ça. Et donc, presque tous les chambres au Mexique sont en train de suburbaniser, mais de manière hyper chaotique. Donc, pour la réalité mexicaine, on dit toujours, oh, mais ça c'est horrible, elle commence à avoir de petites maisons partout et rien, personne connaît qu'est-ce qui se passe. Non? Ça provoque aussi une faute de connaissance de la réalité, parce que c'est super vite. Hein? Il y a beaucoup de gens qui habitent dans le tiers-espace et qui ne comptent pas pour les académiques, pour l'université, pour les chercheurs, pour l'État et même pour nous qui travaillons dans le domaine social et artistique. On ne connaît pas vraiment qu'est-ce qui se passe là. Donc, pour moi, c'était inquiétant de penser avec ma réalité de Mexicain dans tous ces concepts-là. Et je pense qu'après qu'on va voir tous les projets, les expériences, il va faire un clic important, non? Merci. Vous avez dit que vous aviez à un moment donné été sollicité pour évaluer une expérience artistique et que vous étiez très dubitatif. Alors comme on est très intéressé justement par cette intervention des artistes, on aimerait bien savoir ce qui est à ne pas faire. Non, mais oui, enfin, où les dangers, les choses trappes, ce que vous avez repéré qui pouvait être plus dangereux que bénéfique.
Encore une fois, il y a des idéal types. Après, c'est à chacun d'adapter les modèles. Mais moi, j'ai pas mal travaillé dans les années 2000 autour de cette notion d'atelier-résidence. Et donc, savoir justement si on était dans le cadre d'un espace intermédiaire. Voilà. Donc, il y a toutes les configurations possibles derrière cette notion d'atelier-résidence. Parce que tout dépend effectivement comment est négocié l'avenue d'un artiste. Est-ce que, par exemple, des habitants peuvent révoquer un artiste ? C'est-à-dire dire, bah voilà, ça ne correspond pas, nous, à notre attente, notre commande. C'est assez rare. Alors, il y a ce qu'on appelle les nouveaux commanditaires, c'est un programme de la Fondation de France, hein, c'est ça, qui est basé justement sur comment la capacité ont des acteurs, entre autres des habitants, à justement s'auto-légitimer. Parce qu'on dit, grosso modo, on dit, vous n'avez pas la légitimité culturelle, on va vous dire ce qu'est pour vous la culture. Enfin, je caricature un peu, mais enfin, c'est quand même la mentalité assez française, hein, de dire, voilà, on va vous apporter, vous... peuplade vivant dans les quartiers populaires, un peu l'éclairage de la culture universelle grâce à la présence artistique, etc. Comment on peut renverser cette proposition et de faire effectivement que des acteurs populaires, c'est-à-dire qu'effectivement qu'au départ ne sont pas légitimés par l'institution, disent mais nous aussi on est les travailleurs de la culture. Alors peut-être qu'on ne va pas obligatoirement au théâtre parce qu'il y a des codes culturels auxquels on n'accède pas, enfin, c'est une forme... et que le théâtre, qui se voulait populaire et élitiste, à un moment donné oublié un des termes peut-être, voilà. Et donc de dire, mais on peut porter une même exigence d'un travail de la culture, et justement par la manière dont sont investis ces espaces intermédiaires, c'est vraiment un travail de la culture qui, pour moi, a une dimension aussi esthétique, alors qu'il n'a évidemment pas... j'ai fait le parallèle quand je parlais de l'art du bricolage, par exemple, avec l'art brut. Vous savez, donc l'art des hôpitaux, des enfants, des délaissés, des marginaux. Il y a une très belle exposition actuellement à Paris, là. Je ne me rappelle plus le lieu que j'ai visité. Il y en a une aussi au musée d'art moderne qui termine ce week-end, mais il y a Corps Subtil, il y a la collection permanente de l'art brut et il y a Corps Subtil qui c'est un art qui s'est construit justement en refusant quelque part, il y a aussi un acte politique derrière, la légitimation de l'institution. D'ailleurs, la plupart de ces articles refusaient toute subvention ou même reconnaissance de vendre leurs œuvres, etc., de rentrer dans le marché de l'art, etc. Et on retrouve toutes les dimensions du travail de la culture, parce que c'est un art du bricolage, c'est-à-dire que c'est les matériaux qui vont façonner l'œuvre. Donc on accepte, il n'y a pas une intention suprême de l'artiste qui va intervenir et qui sait amener une production esthétique labellisée comme excellence artistique, etc. On est dans ce travail sur les matériaux. J'ai travaillé avec des artistes qui sont dans cette logique-là, par exemple avec un chorégraphe qui appelle ça bricoleur d'avenir. C'est intéressant, c'est-à-dire que, alors, évidemment, il est tout le temps dans la gestion des malentendus avec la commande municipale, parce qu'évidemment, ce qu'on lui demande quand il intervient, c'est de faire, en gros, l'animation socioculturelle artistique, on va dire ça comme ça, d'animer un peu. Il intervient dans les lycées, il intervient dans les maisons de retraite, etc. Donc, et lui refuse, évidemment. Donc là, il y a tout dépend comment se gère la commande et comment se gère le malentendu, parce qu'il y a toujours un malentendu au départ, quoi. Et donc, lui, son principe, c'est de dire, on va occuper des espaces, on va créer... Alors, c'est des mini-laboratoires sociaux, parce que ça dure une semaine. Donc, mais on va intervenir dans un lycée, mais on ne va pas du tout, justement, faire de show. On ne va pas faire de performance, on ne va pas faire de prestations. Et on est là à la disposition. On crée un espace, alors qui va être un peu perturbateur, justement. Et soit il y a des logs qui s'instaurent, soit il y a... Alors, souvent aussi, les gens sont formatés. C'est-à-dire qu'ils attendent, par exemple, un spectacle. Et donc là, il y a aussi à déconstruire justement le formatage et la codification culturelle qui voudrait que l'artiste soit dans un rapport scène publique, à produire un truc, etc. Voilà. Et donc, l'idée, au bout d'une semaine, c'est créer une forme de déambulation où ce sont les acteurs, donc les habitants, les gens qu'ils ont rencontrés, qui deviennent acteurs du spectacle et dans un lieu culturel consacré ou en centre-ville, etc. Voilà. Dans une forme donc, ils appellent ça bricoleur d'avenir. Donc, ils reprennent justement le thème du bricolage. Je travaille... c'est avec un autre artiste à Nantes qui, lui, est plus dans le champ musical et qui a créé un dispositif qu'il appelle la machine folle et qui là aussi une forme de non-performance en quelque sorte et qui est basée souvent sur une logique d'atelier et là aussi de coproduction. Alors, il intervient aussi dans différents espaces et on a beaucoup justement réfléchi sur cette notion d'atelier aussi. C'est-à-dire lié à la contrainte de travailler sur des matériaux, et entre autres le matériau humain. Comment aussi les acteurs de ces ateliers peuvent être coproducteurs.
Donc, qu'est-ce que ça veut dire une œuvre collective? Qu'est-ce que ça veut dire, effectivement? Alors ça, c'est souvent dévalorisé. Un artiste qui intervient... J'ai travaillé avec aussi le réseau des centres socioculturels en Gironde, à Bordeaux. Et les artistes ne mettent pas, évidemment, leur CV, par exemple, qu'ils interviennent dans les centres sociaux. Parce qu'effectivement, ce n'est pas de l'art, à partir du moment où on est dans un espace social, quoi. Et donc là, c'est comment justement renverser la proposition, mais finalement de dire c'est là, finalement, peut-être où sont les nouveaux lieux de la créativité, quoi. C'est plus dans les lieux culturels institués, mais voilà. Alors ça, c'est des expérimentations intéressantes. Puis d'un autre côté, il y a des formes artistiques classiques, dûment estampillées, avec un grand renfort de communication. Il m'est arrivé qu'on me demande aussi de travailler là-dessus, et c'est là où on est coincé parce qu'on a du mal à dégager effectivement du sens, une véritable évaluation de ces processus-là. Mais ce que j'ai quand même noté, c'est quand même... les véritables évaluations sont assez rares à chercher sur cette dimension d'atelier, de résidence artistique, et particulièrement sur les territoires, les quartiers populaires, etc. La production est quand même assez mince. Juste oui, pour quelques petites précisions sur les nouveaux commanditaires, il y a Amanda Crabtree qui arrive demain, elle sera là juste demain. Et elle pilote justement par le biais d'Art Connexion le programme Nouveau Commanditaire. Donc si vous voulez discuter avec elle de ce programme, elle est là demain. Sur l'art brut, donc j'ai précisé qu'il y avait bien sûr le LAM Villeneuve d'Ascq et l'expo, mais qui se termine ce week-end. Moi j'ai eu la chance de la voir hier, de la collection Philippe Mons. Et sur ces problématiques de l'artiste et de cet engagement dans des pratiques sociales qui seraient à la marge, là aussi, de leur pratique artistique, et toujours cette ambiguïté de savoir s'ils doivent le mettre dans leur CV ou pas. Il y a le rapport de Virginie Millot sur l'art sur la place. C'est une expérience qui a lieu à Lyon, en parallèle de la Biennale d'art contemporain, donc The Biennale, bien sûr. Et en parallèle, il y a tout un travail de projet participatif, collaboratif, et qui pose aussi cette question que tu as soulevée aussi sur... la co-création, la coproduction, la place aussi de l'acteur par rapport à l'artiste et on va dire d'une hiérarchie possible. Donc c'est un rapport, j'ai plus les dates en tête, mais c'est Virginie Millot, si vous tapez sur Internet, l'art sur la place, Millot, M-I-2-L-O-T. Et il y a aussi un tas de réflexions qui portent vraiment sur toutes ces questions-là. Au MACVAL, qui va se dérouler le 6 et 7 et 8 décembre. Ça s'appelle colloque événement participation. Participation. Je pense que ça peut être aussi intéressant. Et je pense que c'est pas à louper. Il y a du programme qui est sur Internet. D'accord. J'ai plus ample information parce que j'ai reçu l'invitation. D'accord. Si vous voulez, je pourrais, Le MACVAL, c'est le musée de Vitry-sur-Seine, si je ne me trompe pas. Ouais. Alors, il y avait d'autres questions par là, je pense. Oui, peut-être Philippe et après Vincent. Déjà, je vais faire un commentaire. Donc, je m'appelle Philippe Chemin et je suis acteur et j'ai fait des mises en scène et j'ai une compagnie qui s'appelle la compagnie du Dahu synthétique. Et je voulais juste faire quelques observations et quelques... Il faut parler plus fort parce que le micro sert pour l'enregistrement. Et du coup, oui. D'accord. Du coup, il faut parler plus fort pour... Je voulais rebondir sur cette idée de tiers espace, tiers lieu, tiers paysage et contre-espace. Bon, déjà, je trouvais ça très intéressant dans l'idée de ce que vous répétez sans arrêt, de l'idée du sens. Ça m'intéressait beaucoup d'entendre notre ami mexicain qui, pour lui, ça avait un autre sens. Donc, l'idée du sens chez moi, au niveau de ma pratique de théâtre, de cinéma, parce qu'avant, j'ai beaucoup travaillé avec beaucoup de réalisateurs avant. En fait, j'ai fait du cinéma avant de faire du théâtre. Et cette idée de cette obsession du sens, déjà, je trouve c'est quelque chose que je ne comprends pas. J'ai l'impression que si on veut voir du sens partout, on ne fait pas de l'art en fait. On attend le prochain moment où il n'y aura pas de sens et il y a de la création. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse que votre exposé, en fait, pour quelqu'un qui vient du Mexique avec un autre rapport à sa situation, a un autre sens. Donc les sens
sont très ouverts. En fait, il n'y a pas un seul sens. C'est Brecht, d'ailleurs, qui disait qu'il faisait du théâtre pour lui, c'était un laboratoire de l'imagination sociale. Donc cette idée me plaît beaucoup. Et c'est assez marrant parce que il y a une dizaine d'années, j'étais à un débat à Avignon avec le ministre délégué de la culture, qui s'occupait de culture à Nanterre, je ne sais plus exactement son nom, et il était venu en tant que représentant de l'institution théâtrale, puisqu'il était ministre délégué, et il avait fait comme une espèce il avait toute une démarche justement pour dire, mais maintenant ça va se passer dans les autres lieux. C'était une manière un peu pour l'État, en fait c'était une excuse pour se désengager. Parce que pour moi, j'ai ma première pièce, et je l'ai fait à l'hôpital éphémère, qui était un hôpital désaffecté en 93 à Paris. J'ai travaillé dans des tas de lieux comme ça alternatifs. Là, il y a un lieu à Nanterre, au fond au bout du campus, qui s'appelle la Ferme du Bonheur. Quelqu'un qui fait du fromage de chèvre en même temps que du théâtre. Mais en fait, dans beaucoup de lieux, moi, les expériences que j'ai pu voir ou ressentir comme ça, c'était souvent un nouveau cadre, mais on ne changeait pas la toile. C'est-à-dire, on ne pensait pas le théâtre autrement, on ne pensait pas la vidéo autrement. C'était pour moi, ça restait dans certaines conventions. Donc, je rêverais que tout à coup investir, je ne sais pas dans quelle case vous mettez l'idée par exemple, des usines désaffectées ou de fabriques désaffectées. Je ne sais pas ce que ça, c'est un contre-espace ou un tiers-lieu ou c'est quelle dénomination pour vous? Oui, non, mais qui est devenu institué. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu beaucoup de friches qui ont commencé à détourner un nouveau public des institutions théâtrales où il se passait des créations de danse et tout ça. Et l'État, en fait, a senti venir ça et a subventionné la friche Belle de Mai à Marseille, les subsistances à Lyon et maintenant le 104 en mettant beaucoup de moyens et en faisant en fait des friches extrêmement sophistiquées quand on rentre au 104. Moi, j'ai fait des premières répétitions pour un spectacle avec justement des acteurs amateurs d'un cours de gens âgés à Paris et de jeunes acteurs des conservatoires de Paris. Donc c'était vraiment une rencontre entre des acteurs professionnels et des jeunes acteurs qui aspirent et des gens qui ont terminé leurs travaux, enfin qui sont la plupart à la retraite. Donc cette rencontre était très belle. Mais bon, je mélange un peu tous les sujets, mais c'est un peu, quand vous dites aussi par rapport à l'idée de l'institution qui voulait dominer un petit peu avec un certain impérialisme. Toute l'idée pour moi de Villard, elle est là de toute façon, elle est assez impérialiste, parce que c'était l'idée, en vous faisant écouter Claudel, les grands classiques, vous allez comprendre notre culture. Le problème qui se pose, c'est qu'en 2100, les banlieues ce sont plus les mêmes habitants. Donc, quand on fait toujours oui, je veux dire, les populations sont transformées. Il y a aujourd'hui, il y avait beaucoup plus de fils de paysans et de gens d'origine plus portugais, espagnols, polonais, dont moi je suis issu de cette immigration. Ma mère est d'origine immigration polonaise. Et c'est effectivement aujourd'hui, dans ce qu'on appelle une banlieue, la population n'est pas la même et c'est difficile de dire à un jeune, comme j'étais en résidence par exemple à Blanc-Ménil, on va vous faire écouter, il faut que vous regardiez Don Juan de Molière, parce que ça, c'est votre culture. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'à la sortie, on disait « Ah oui, ils sont formidables, ils ont une écoute incroyable. » Bah oui, parce qu'ils jouaient avec leur portable et ils appelaient leurs copains et ils jouaient avec des jeux. Et moi, à ce moment-là, je me suis posé des questions en me disant « Mais comment on peut, à ce moment-là, comment on peut échanger avec eux ?» Et peut-être en allant vers aussi
une culture qui existe. Je ne suis pas obligé d'imposer Claudel, tous les classiques, mais peut-être que en cherchant, peut-être Aimé Césaire, peut-être qu'il y a peut-être un dialogue plus simple, en cherchant des auteurs comme Kateb Yassine, il y a Adonis. Donc, bon, je mélange un peu tout entre friche et populations diverses et l'idée du sens. Mais en tout cas, je voulais bien rappeler que cette idée du sens, cette obsession que ça doit faire sens, est quelque chose qui, moi, je comprends, j'arrive pas à saisir véritablement ça. Et je pense que si on est là pour se réunir et changer des choses, il faut peut-être qu'on puisse penser autrement et peut-être avoir justement des sens différents. La question du sens est très liée aussi à la forme. Le problème, c'est pas la question du sens. La question, c'est qu'aujourd'hui, le sens est déconnecté de la forme. C'est-à-dire qu'on nous vend des symboles, mais qui sont dépossédés du sens. C'est le principe aujourd'hui du marketing esthétique. On va acheter une belle voiture qui est adaptée à votre goût, etc. Et on pense que ça fait sens. Donc voilà. Donc là, c'est pas la question du sens en soi, mais en quoi c'est rattaché effectivement à un travail des formes. Simplement pour aussi dire encore une fois que la semaine prochaine, je serai dans un centre chorégraphique à Lyon, donc c'est une forme instituée. On va essayer de créer une école populaire novatrice, c'est-à-dire en fait un tiers-espace. C'est-à-dire que bon, on peut très bien être dans l'institution et créer effectivement un laboratoire social, comme des lieux hors institution peuvent reproduire tout à fait les schémas totalement normatifs et académiques, etc. Donc c'est pas encore une fois le fait d'être dans ou en dehors des murs qui crée les tiers-espaces, c'est comment les acteurs entrent dans un processus dans cet espace-là. Alors après, il y a des espaces qui sont peut-être plus favorables que d'autres, effectivement, qui permettent à un moment donné de toucher des publics. Si l'espace est fermé, c'est sûr que c'est quand même difficile de s'approprier. Après, bon, sur les questions de... Alors, bon, mais ça nous emmènerait peut-être dans le débat trop loin, mais sur la question culturelle des banlieues, enfin, moi, j'évite toute forme de culturalisme qui voudrait dire que... parce qu'il y a telle origine culturelle, ces gens sont plus ouverts ou moins ouverts ou plus... Non. Ce qui fait le travail de la culture, c'est les conditions sociales. C'est pareil pour les Roms, là, le discours culturaliste, racialisant qu'on leur renvoie en disant ils ne sont pas capables de s'intégrer. Enfin, je trouve ça assez scandaleux. Alors, aller dire ça à Django Reinhardt dans les années 40 et 50, qui est issu de cette communauté du voyage, etc. Et non, ce sont les conditions sociales qui font le travail de la culture. Donc, que ces jeunes-là, après, aient des iPhones ou autre chose, ça c'est une question, mais c'est de savoir effectivement retrouver un sens qui leur permet de réapproprier, retrouver un sens dans le sens où il permet de réapproprier les conditions en tant qu'acteurs et se retrouvent comme acteurs historiques, ils seront générateurs de culture, quelles que soient leurs origines culturelles. Donc ce n'est pas l'origine culturelle qui fait que quelqu'un va agir de telle ou telle façon, c'est la capacité à un moment donné d'être acteur et d'être travailleur de la culture. Mais si, excusez-moi de rebondir, mais quand vous dites c'est pas l'origine culturelle qui va déterminer si, parce que la langue c'est déjà une culture, c'est un échange. Donc déjà, des gens quand ils ont telles origines, on ne peut pas la nier, elle existe et elle est une diversité, une originalité qui peut enseigner justement une autre logique à une pensée très rationnelle et une pensée qui veut mettre tout en case. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, de trouver par exemple chez certains auteurs, quand je dis de tel poète arabe Adonis qui a une autre pensée, une autre logique qu'un point de vue rationnel, ou un poète africain ou un poète sud-américain, pour moi, quand je lis Neruda, il a une autre forme de pensée. C'est pas la même logique. C'est pas justement la pensée des Lumières qui rationalise tout. Oui, mais c'est pas lié obligatoirement à une origine culturelle. Il y a un poète qui s'appelle Rilke qui disait justement l'origine est quelque chose qu'on construit chaque jour. Pour moi, c'est pas un très grand poète, mais bon, c'est un long débat. Il faut peut-être me laisser terminer la phrase avant de la juger. Je termine simplement la phrase parce que je préfère quand même qu'on laisse parler les gens. Et donc, qui disait l'origine est quelque chose qui chaque jour se construit un peu plus en nous. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose qui vient du passé. L'origine, c'est quelque chose qui porte vers l'avenir. C'est tout ce que je veux dire. Voilà, je pense que là, on est... Attends, Philippe, excusez-moi, mais on ne va pas faire un débat, là, notamment sur cette notion culturelle, parce que ça va nous entraîner trop loin et j'aimerais qu'on reste centré, ce qui n'empêche que, pas sur l'intérêt du débat, mais j'aimerais qu'on reste centré sur nos questions. Il nous reste un quart d'heure pour terminer. Je sais qu'il y a Vincent Delin aussi qui avait une question. Donc voilà, il y a un débat qui peut ici se prolonger peut-être au cours du repas. Et si on peut respecter aussi la parole et laisser la parole à chacun. Donc je me permets de passer la parole à Vincent.
Bon. Moi, je voulais un peu réinterroger ce que tu avais dit sur le socio-culturel artistique, qui me semble être un enjeu aujourd'hui très très important, parce que d'abord il est lié à ce que tu as appelé les projets, c'est-à-dire les appels d'offres, enfin toutes ces choses-là, dans lesquelles on est tous, enfin les artistes sont aujourd'hui dans une pression très forte, hein, il faut répondre au capital culturel, au projet de développement culturel, enfin toutes ces choses-là. Donc c'est vrai qu'on est sous cette pression, et comment on va s'en sortir de cette question-là? C'est-à-dire que soit on la refuse complètement, et puis on se débrouille autrement, et soit on se dit qu'est-ce qu'on va réinventer avec ça. Et l'autre question qui, moi, est importante, c'est, je sens, moi, une irruption de quelque chose de l'ordre d'une chose à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y aurait un endroit de légitimation institué très fort, où les acteurs seraient des vrais acteurs, et c'est eux les acteurs, et les textes seraient des vrais textes. Il y aurait un lieu du théâtre, ou du musée, ou voilà, de l'auditorium. Et puis il y aurait un autre endroit, et je trouve que là, il faut être extrêmement prudent dans la manière dont on va réussir à raconter ça, où là, les acteurs ne seraient plus du tout légitimes, et que les vrais acteurs ne pourraient être que les habitants de leur propre histoire et de cette chose-là. Voilà. Non, mais je sais bien que ce n'est pas ça que tu veux dire, mais je trouve que c'est intéressant qu'on arrive à préciser cette chose-là. Alors juste une toute petite histoire là-dessus qu'on vit en ce moment, donc c'est aussi pour alimenter des choses concrètes. Il y a quelques années, on travaillait dans une ville de banlieue parisienne qui s'appelle Hermont, on travaillait avec le théâtre. Et ça se passait plutôt bien, ils nous ont dit, ah bah tiens, on n'arrive pas à faire le lien avec les centres socioculturels de cette ville, est-ce que vous ne pourriez pas aller inventer quelque chose avec eux, quoi. Donc à l'époque, on était sur un projet sur Ulysse, de ce qu'a pu écrire Jean-Pierre Vernant sur Ulysse, et sur donc la recherche de l'identité. Donc qu'est-ce que c'est que l'identité et comment Ulysse est à la recherche de son identité. Et donc on a travaillé avec ce centre social sur ça, et ça s'est vraiment bien passé, c'est-à-dire qu'à la fois il y a eu une vraie confrontation avec le texte de Vernant, avec les acteurs, mais aussi une réinvention d'un événement, le banquet du retour d'Ulysse avec les habitants, comment on accueille l'étranger, Ulysse devenant l'étranger, ainsi de suite. Et ce qui était intéressant là-dedans, c'est que voilà, on a fait ce projet, et puis on est parti. Et puis l'année suivante, le centre social nous a rappelé en direct, en disant, voilà, on a envie de faire quelque chose, on a envie de faire un carnaval déambulatoire dans la ville, voilà. Et donc on a dit, bah ça on ne sait pas faire, parce que nous on n'est pas des artistes de rue, et les artistes de rue, vous pouvez leur demander, mais nous on ne sait pas faire. Nous actuellement on a un projet autour d'un texte de Lagarce qui s'appelle Musical, qu'on avait inventé au fin fond de la Vénois avec Vincent, et la question c'était comment ce texte de Lagarce, en quoi il provoquait quelque chose chez les gens, le mot musical, c'est quoi le mot musical, en quoi on a chacun un petit musical de notre vie à nous. Voilà. Et ça, on peut vous proposer ça. Et donc ils ont réfléchi, ils ont dit, bah ouais, en fait, ça nous intéresse plus de travailler avec vous, vraiment, que de travailler avec, que de faire le carnaval. Ne faisons pas le carnaval, et faisons ça. Et donc on a fait ça, et là aussi ça s'est encore bien passé, même si ce n'était pas si facile que ça. Et aujourd'hui, on est là, cette semaine, la semaine prochaine encore, dans un projet où le centre social va être déménagé, il va s'en aller, parce qu'il va être reconstruit. Et là, il nous demande d'inventer quelque chose avec les gens sur ça. Et nous, on est à cet endroit fragile, ligne rouge, du socio-animation artistique, où on doit essayer vraiment d'inventer quelque chose de l'ordre de l'artistique, avec des gens qui racontent ça, mais qui racontent ça pour que ça devienne universel, de c'est quoi notre histoire dans un quartier, qui est en plus à l'origine un quartier qui a été construit pour les boat people dans les années 70. Quoi. Et je trouve que cette histoire de ligne rouge, alors, par ailleurs, on est aussi en train de travailler sur un texte de Beckett, et Badiou parle d'increvable désir. Et je crois qu'il y a une question là qui se pose sur aussi le désir qui s'est peut-être perdu et qu'il faut redonner à la fois aux politiques, à la fois aux acteurs sociaux, aux habitants, à nous. Désir de se dire que quand on se rencontre et qu'on invente une chose ensemble, il se passe quelque chose de l'ordre. Alors, à un moment, il parle d'humanisme, chacun met son mot comme il veut, mais de bien-être plus tard dans notre... Mais qu'il se passe quelque chose de ça où on y gagne chacun et où on n'y perd pas trop, quoi. Mais je crois que cette histoire de la ligne rouge, il faut qu'on continue à la creuser parce que c'est là où on se sent en danger et où, que ce soit dans l'injonction du politique ou que ce soit dans la réalité de se retrouver avec un groupe de gens à se dire en quoi je suis encore en train de faire quelque chose d'artistique. Moi, ce qui me paraît en tout cas certain, mais je n'ai pas évidemment de réponse en termes de dispositifs, etc. Mais aujourd'hui, pour réinventer les politiques culturelles, il faut retrouver une pensée politique de la culture. C'est-à-dire qu'il faut remettre la culture au centre. Et aujourd'hui, on l'a perdu. Voilà. Bon, pas simplement en termes d'objectifs politiques au sens classique du terme. C'est vrai que le ministère de la Culture, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui, mais en tout cas, on voit pas très bien sa direction. Mais effectivement, replacer le travail de la culture comme
aujourd'hui un outil de transformation de la société. Donc c'est peut-être là, effectivement, où on peut être sur la ligne, quoi, voilà. C'est dire, voilà, on est tous des acteurs citoyens et travailleurs de la culture. Voilà. Et donc comment chacun, de là où il est, par ses compétences, et par sa manière, par son outillage, par sa manière d'investir les espaces, etc. Ensuite, bon, je pense par exemple à un truc, avant qu'il y ait les opérateurs culturels, les gens par exemple faisaient, alors tu parlais du carnaval, des formes déambulatoires, avant que ça devienne une mise en forme esthétique commanditée par les villes, ou, enfin bon, je travaille pas mal à Nantes, etc. Voilà, bah, c'est devenu maintenant un art officiel, hein, l'art déambulatoire, etc., où il y a un public, etc. Bon, il y avait aussi ces esprits, par exemple, de la fête populaire, bon, liés au carnaval, etc., avant qu'il y ait des opérateurs qui nous disent où, comment faire la fête, etc., quoi. Donc, on est toujours dans cette tension-là entre l'accompagnement et le surgissement. Quels sont les espaces où on laisse libre aujourd'hui le surgissement de nouvelles formes, dont on n'a pas encore de nom dessus, d'ailleurs. Voilà, bon, voilà, bon. Et en même temps, comment les accompagner sans obligatoirement les encadrer ou les... Voilà, ou les instituer dans le sens où on entend habituellement, où il y a effectivement là un rapport de pouvoir quand même très fort. Hein. Quand vous interrogez les centres sociaux, voilà, en matière de culture, pourtant c'est dans leur projet le travail de la culture. Ils doivent des lieux de projets culturels, hein, les centres sociaux et culturels. Il y a le mot bien culture, mais non, ils ne sont pas voix au chapitre. Quoi, voilà. Bon, ils peuvent faire effectivement accueillir des résidences, etc., mais voilà, donc là, il y a vraiment un problème aussi de légitimité, il y a un rapport de pouvoir. Donc il faut aussi créer aussi les conditions de la lutte, du travail, de cette mise en tension, quoi. Je ne sais pas s'il y avait d'autres gens qui voulaient prendre la parole, parce que je gère un peu... Ouais, non, mais c'est pour ça, c'est juste... on peut terminer... Enfin, voilà, c'est juste pour savoir s'il y avait d'autres gens qui voulaient parler, parce qu'on arrive à l'échéance de la présentation. Très bref, je vais juste rebondir un petit peu sur la suite de la discussion. Je me disais, oui, pardon, Vincent Duménil, donc la Chambre d'eau, structure de résidence d'artistes qui vous accueillera demain, enfin à partir de ce soir. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui émerge de cette fin de discussion, c'est la dimension du mouvement, c'est-à-dire que on essaye de définir qu'est-ce qui est tiers-espace, qu'est-ce qui est tiers-lieu, etc. Mais j'ai l'impression qu'on est sans cesse en train de les réinventer et que c'est ce qui, à un moment donné, pouvait être un espace aussi de liberté, de construction collective, peut ne plus l'être plus tard. Et qu'en fait, c'est cette idée de cette posture de décalage, de toujours être, mais je crois que peut-être que c'est lié à cette posture du chercheur, quelque part, à un moment donné, d'être acteur-chercheur, ça veut dire sans cesse se mettre à côté, se redéplacer dans une mobilité permanente qui fait que on est toujours là où on pense qu'il y a une construction collective qui est possible. J'ai travaillé moi-même, j'ai été directeur de centre socioculturel il y a 15 ans. À un moment donné, j'ai senti que j'étais enfermé dans ce système-là et on a réinventé autre chose qui a donné aujourd'hui la Chambre d'eau, on en parlera demain. Voilà, il y a quelques années, on a inventé Musical avec les fous à réaction, parce qu'on était sur, à un moment donné, une conjonction d'envie. Et je crois que la notion de désir, elle est complètement centrale. Une notion d'envie et un espace qui s'est créé à un moment et qui a valeur à ce moment-là. Et par contre, 3 ans plus tard, c'est pas forcément cette chose-là qu'on peut refaire là au même moment. Donc on est sans cesse dans... ce que je voulais ajouter, c'est qu'à la notion presque géographique d'espace, même si on n'est pas seulement dans une dimension territoire, hein, il y a la notion du temps et du mouvement qui me semble important d'ajouter. Merci, oui. Une dernière intervention, oui, allez-y. Non, je voulais juste dire que cette notion de ligne rouge, moi, je me pose toujours beaucoup de questions sur ses limites, et que dans notre travail, ce que vous disiez tout à l'heure sur interroger cette notion de participatif, moi, ça me semble vraiment central dans, je pense, ce qui nous occupe tous. Et quand on répond justement à des commandes, puisque l'artiste doit aussi vivre et manger, et de plus en plus, les institutions ont tendance à utiliser l'habitant pour, je ne sais pas, parfois faire semblant aussi de le remettre au centre. Et là, pour l'artiste, ça peut être très gênant. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec l'habitant? Si c'est juste arriver, l'intégrer et repartir, moi, ça me pose de plus en plus de problèmes. Et ce que j'entendais tout à l'heure, et ce qui me plaisait dans ce que vous avez dit, c'est que vous êtes revenu
plusieurs fois. Et ça, c'est ce qui me plaît. Parce que moi, ça m'est arrivé d'aller et de faire un travail et de repartir. Et je pense que je ne le ferai plus. Parce que j'ai eu l'impression que plus d'utiliser, ou qu'on me faisait utiliser l'habitant. Et c'est très, très gênant. Et je pense que bon, ça m'a permis au moins d'y réfléchir. Mais voilà, c'est-à-dire que nous, si on a ce désir de transformer la réalité quand même si c'est un tout petit peu, je pense que du point de vue de l'institution, ça aussi, ça a été intégré. Et du coup, voilà, ça peut être gênant. Pardon, vous pouvez juste préciser votre prénom ? Delphine Chambol. Merci. Je ne sais pas si tu veux intervenir, Hugues, ou comme tu veux, juste pour peut-être pour clôturer, j'allais dire, ou ouvrir justement, parce que je pense que là... Non, c'est une invitation, je pourrais hélas pas être donc sur l'ensemble des 3 jours, je dois repartir cet après-midi, mais je trouve votre démarche en tout cas très intéressante dans le principe et la proposition. Donc moi, mon souhait, c'est effectivement cette mise en réflexion et en espace puisse se poursuivre au-delà du symposium, parce que je pense qu'effectivement, il manque beaucoup d'espaces comme cela. Enfin, voilà, on puisse croiser le faire, entre guillemets, c'est pas complètement violent. Et d'autre part, articuler ça avec des formes... Alors, mot expérimentation, tous les mots sont piégés, hein, donc, enfin bon... Mais avec voilà, des dispositifs, des espaces voilà, qu'on pourrait développer sur différents territoires. Mettre ça aussi en relation interrégionale. Quand je dis interrégionale, ce n'est pas uniquement français d'ailleurs. Parce qu'effectivement, il y a entre autres tout ce qui provient des pays dits émergents du Sud, etc. est intéressant, puisque là, on peut inverser justement la proposition. C'est peut-être eux qui peuvent aussi nous renvoyer, nous apprendre des choses. Hein. Donc là, on n'est plus on est dans une forme de coopération inversée, quoi. Ça aussi, c'est intéressant dans cette dimension-là aussi internationale. Et donc après, il faut en même temps créer effectivement le dispositif, les outils qui accompagnent ça, et être dans ce processus-là. Hein. C'est ça aussi qui est le plus compliqué, parce qu'on est effectivement dans un rapport au temps, dans des formes de cycles, donc ça qui ne correspondent pas évidemment à la commande institutionnelle, puisque eux, on est quand même dans un temps relativement court hein, par rapport à la production de ce quoi rendre un atelier, un artiste ou un dispositif. Donc là aussi, il y a une négociation à trouver. À négocier au niveau des territoires, peut-être aussi au niveau des collectivités territoriales, pour essayer à un moment donné faire entendre l'importance de pouvoir construire autour de ces formes laboratoire social, espace, des nouveaux dispositifs, hein, même si ça ne rentre pas dans le langage ou la compréhension au départ de l'institution, mais dans chaque institution, il y a aussi des gens, des médiateurs, des passeurs, qui sont prêts effectivement à entendre cette proposition-là et peut-être aussi à participer aussi activement, quoi. Bah écoutez, je remercie vivement Hugues de sa présence et donc si vous souhaitez poursuivre la discussion, il est là jusqu'au début d'après-midi, il est là pour le déjeuner avec nous. Sur cette question du temps, effectivement c'est ce temps qu'on a voulu se donner, de ne pas se précipiter pour répondre à notre fameux projet appel à chercheurs citoyens en se disant voilà on a besoin de ce temps, donc on a mis déjà du temps pour construire notre symposium et je pense que déjà là-dessus on est sur une démarche qui prend en compte déjà cet écueil possible de vouloir aller trop vite et de vouloir répondre trop vite. Hein. Je pense que ça, c'est déjà un point. Et sur ces espaces croisés, enfin, je pense que là aussi, les différentes présences, les différents échanges vont vraiment enrichir la journée. Et là, il va être donc sur cette question du temps, le temps du déjeuner. Donc, on va faire une pause.